petit moment pour faire un rapide aperçu de l'apiculture sous l'angle de la permaculture. Donc, globalement, qu'est-ce que je vais aborder? D'abord, le regard de la science sur l'abeille, puis un petit topo sur le contexte actuel de l'apiculture, je pense que c'est intéressant de préciser, développer après des approches écologiques qui sont apparues depuis le début du XXe siècle pour la conduite des ruches, et puis vous présenter bien sûr des ressources pour aller plus loin, si ça vous intéresse. Alors l'abeille, un être complexe, avec énormément d'éléments sensoriels, qui est à la fois de percevoir des vibrations, des phéromones, tout type de stimulation visuelle également, et puis parfaitement outillé pour accomplir de nombreuses missions. Parce qu'une vie d'abeille, c'est pas de tout repos. Vous avez toute une phase de développement larvaire qui, après nymphose, donne lieu justement à l'abeille qui émerge directement adulte hors du couvain. Puis elle va mener une action tout d'abord de nourricière, puis de bâtisseuse, puis de gardienne, et finalement va devenir butineuse à la fin de sa carrière. Bon, il faut savoir que les déroulés du développement sont à peu près uniformes selon les espèces. Par contre, on a une claire différence dans ce développement entre les mâles, les ouvrières et puis les reines. Alors, quelle alimentation? Bon, ça c'est ce qui est le plus connu, c'est la consommation de pollen et de nectar. C'est ce nectar qui, une fois transformé par les abeilles via leur système digestif, va donner le miel. Le pollen, lui, est aussi malaxé par les abeilles qui en font une lactofermentation, puis les stockent dans leur propre rayon. Autre élément qui est un peu moins connu, elles se nourrissent également de résine végétale. C'est particulièrement au cas du moment du printemps, ce sont l'absorption de ces racines, de ces résines, sur les bourgeons qui servent à créer de la propolis. Et puis, alors ça, encore moins connu, ça je l'ai appris grâce aux recherches d'un célèbre mycologue américain, Paul Stamets, qui a établi dans une étude scientifique parue en 2015 que les abeilles également peuvent volontairement exposer des champignons à la lumière du soleil et se nourrir des exudats, pour employer le terme scientifique, qui sont produits par le champignon exposé aux UV. Ce seraient des exudats extrêmement riches en substances actives sur le plan de l'immunité. Et puis, également, un élément intéressant à connaître, c'est le fait qu'elles sont sensibles au champ électromagnétique. Notamment, elles sont particulièrement sensibles au champ magnétique terrestre, au champ magnétique naturel, qui leur permet de se repérer dans l'espace. Et ça, c'est notamment grâce à des cristaux de magnétite qui sont présents au niveau de leur cerveau. Alors, pour comprendre l'abeille, c'est pas seulement comprendre un fonctionnement d'un individu. C'est aussi comprendre le fonctionnement d'un superorganisme. Cette notion de superorganisme est apparue au début du XXe siècle parmi certains entomologues. Comme quoi, l'idée globale de ce concept, c'est qu'un individu seul a un certain type de comportement, certains besoins physiologiques, et par contre, ressemblés ensemble, fonctionnant de façon organique, comme un corps, eh bien, ils ont d'autres fonctions, ils développent d'autres fonctions et ont d'autres besoins. Et c'est l'ensemble, on peut considérer, et en tout cas il y a un ensemble de spécialistes des abeilles qui considèrent que l'ensemble de la ruche eh bien, constitue un organisme. Par exemple, un petit d'exemple, l'abeille, donc c'est un animal à sang froid, c'est un insecte, mais par contre quand vous allez être dans la ruche, vous avez une température qui va monter à 37 degrés. Et ça, comme un animal mammifère, un animal à sang chaud. Alors, 3 types d'abeilles au sein de la ruche. Donc les ouvrières sont de loin les plus nombreuses, on peut les compter jusqu'à 60 000, certains auteurs montent même jusqu'à 100 000 ouvrières par ruche. La reine, une seule, toujours une seule, parce que quand on va se retrouver avec la présence de plusieurs reines au sein de la ruche, qui peut arriver, on va parler de certains cas de figure, eh bien, généralement, elles se luttent à mort et une seule survie. C'est très exclusif. Et puis les mâles. Également, qui sont un peu physiologiquement assez différents des ouvriers des reines, et qui ont alors 2 fonctions principales.
la fécondation de la reine et aussi la ventilation de la ruche. Alors oui, la reine des abeilles ne voit qu'une seule fois le soleil dans sa vie. C'est pour la fécondation. Également, il faut savoir que les reines ne sont pas nécessairement fécondées par les mâles de la ruche. Au contraire, comment dire, le phénomène naturel de la fécondation a pour but justement un brassage des gènes. La reine est fécondée par 5 à 20 bourdons de différentes ruches. L'idée étant d'après pouvoir collecter les gamètes mâles dans un organe spécifique, la spermathèque, qui permet en fait de bénéficier d'une diversité génétique très importante pour ses enfants. Et donc, ce qui explique que dès qu'elle retourne dans la ruche, elle est complètement choyée jusqu'à la fin de sa vie. Alors, c'est aussi un insecte architecte. Alors, précisons qu'il existe à peu près 20 000 espèces d'abeilles dans le monde. Mais on a seulement 7 qui font du miel. Et 7 qui ont, étant donné qu'elles font du miel, c'est fortement corrélé au fait qu'elles construisent comme ça des architectures 3D pour stocker le miel et également élever le couvain. Alors, après, une fois qu'on a une certaine connaissance, une certaine pratique de l'agriculture, on peut visuellement repérer des cellules où on va avoir du nectar, des cellules où il va y avoir du miel, d'autres du couvain, ou encore du pollen. Alors, l'essaimage, effectivement, un phénomène naturel qui est plutôt lié au printemps, à la fin du printemps, période mai-juin. Il a pour fonction, en fait, d'empêcher une surpopulation de la colonie, simplement. Que se passe-t-il? Il va tout d'abord y avoir certaines butineuses qui vont être envoyées en repérage du terrain, qui vont essayer de repérer dans les jours précédant l'essaimage un lieu propice à l'implantation de la colonie. Puis, l'ensemble de la ruche qui va décoller. Alors, quand je dis l'ensemble de la ruche, on va avoir la moitié, les 3/4 des abeilles qui vont partir avec la reine. Les abeilles restantes elles commencer à élever des cellules de reine et pour assurer la succession de la reine qui sera partie avec les seins. Alors, voilà, la colonisation d'abris naturels, c'est ce qui se passe en général dans la nature. Les abeilles ont une grande affection envers les troncs d'arbres morts. L'idée générale étant de trouver un espace abrité du vent, des prédateurs, en hauteur, non loin de sources de nourriture, et présentant la forme d'un dôme. Voilà. Se trouve généralement ce genre de type de disposition. Globalement, les abeilles ont toujours tendance à placer le couvain, c'est-à-dire les cellules de cire qui abritent les nymphes en cours de croissance, au centre du dôme. Et ils sont entourés justement des cellules contenant le miel. Globalement, c'est toujours à peu près ça qu'on observe comme architecture. Ce qui est intéressant pour les abeilles également qui vont s'implanter dans un abri naturel comme celui-là, c'est que l'air chaud qui monte ne peut pas aller plus loin. Donc on a aussi une préservation de la température interne. Alors, si on prend un regard un peu systémique, justement, par rapport à ces données sur les besoins et les produits de l'abeille, ce qui se passe systématiquement en permaculture quand on fait du design, donc systématiquement, on va s'intéresser à quels sont les besoins et toutes les fonctions d'un élément. Eh bien, donc on peut voir l'abri contre les intempéries, protection contre les prédateurs, la nécessité de pouvoir se repérer grâce au champ magnétique terrestre, la collecte du nectar, du pollen, de l'eau également. Les résines végétales, et puis l'exudat mycélien. Et puis des fonctions, elles sont très nombreuses. On a bien sûr le miel, mais également le pollen, qui peut être très intéressant pour des apports en sels minéraux et en vitamines, notamment. La propolis, qui a aussi des fonctions médicinales intéressantes. Sachant que la propolis dans la ruche a pour fonction de former une coque immunitaire. C'est pour ça que les abeilles vont tapisser tout le pourtour de la ruche. C'est parce qu'elles ont des fonctions antifongiques et antibactéricides très importantes. La gelée royale, donc ça c'est un produit qui est sécrété par les ouvrières qui nourrissant les nymphes en cours de croissance et qui a également un intérêt médicinal intéressant pour l'humain. Le venin aussi peut être utilisé. La production d'essaims tous les ans.
la pollinisation des plantes à fleurs, ça c'est absolument majeur. Que l'on utilise ou non les productions de la ruche, par contre là on a un service écosystémique qui est extrêmement important. On a, je ne sais plus exactement les chiffres en tête, mais légèrement plus du quart en tout cas des plantes à fleurs dans le monde qui sont pollinisées quasi exclusivement par les abeilles. Et puis après, sur le plan plus immatériel, l'abeille a aussi une fonction peut apporter de la beauté et regroupe de nombreuses fonctions symboliques. Hein. On en trouve dans toutes les cultures autour du monde. Il y a toujours des croyances, des mythologies, etc., des croyances populaires qui sont liées à cet animal. Alors, maintenant, pour passer au contexte actuel de l'apiculture, globalement, on a un paradigme qui s'est fondé pendant la deuxième partie du XIXe siècle et qui a été la création des ruches standards ou industrielles sous forme de cubes. Alors, les deux créateurs des modèles les plus connus sont Dadan et Langstroth, qui ont, ce sont des deux conceptions de la ruche assez similaires. Hein, petits détails techniques et de dimensions effectivement qui diffèrent entre les deux ruches, mais on est à peu près dans le même schéma dans les deux cas. L'idée de ces ruches-là était de pouvoir optimiser la production de miel et de pouvoir la rationaliser de façon scientifique. Globalement, on se retrouve toujours avec ce même type de disposition dans les ruches standards d'aujourd'hui. Le toit, là qui est représenté à deux pentes, mais ça peut être aussi un toit plat, un couvre-cadre, des hausses qui sont ajoutées successivement, le corps de la ruche, puis une entrée et un plan d'envol. L'idée étant toujours que la colonie va être implantée au niveau du corps, puis on va ajouter progressivement des hausses sur le dessus. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que sur le plan comportemental, les abeilles ont toujours horreur d'avoir de l'espace au-dessus d'elles. C'est pour ça qu'elles vont s'empresser d'aller le remplir de miel. Généralement, on a entre le corps et la hausse ce qu'on appelle une grille à reine qui est mise en place, qui empêche la reine de monter dans les hausses, et donc qui est du couvain qui se met en place, et donc partant de là, ça sera exclusivement du pollen, du miel, ou du pollen qui sera mis en place par les ouvrières dans les hausses. Et donc la récolte se passe systématiquement par le fait d'enlever une ou plusieurs hausses supérieures pour récolter le miel chaque année. Alors, aujourd'hui, on est dans un contexte, ça c'est quand même assez récurrent dans les actualités, où on a une mortalité très élevée des abeilles. Alors, plusieurs grands facteurs. Les pollutions souvent chimiques, sont électromagnétiques également. Certains, par exemple, pesticides contenant des néonicotinoïdes font régulièrement l'actualité, mais c'est une longue liste de produits utilisés dans l'agriculture extensive et qui sont malheureusement mortels pour les abeilles. Également une baisse de la biodiversité dans le milieu naturel et agricole. L'idée générale étant que les abeilles ont besoin d'une grande source, d'une grande diversité de sources d'approvisionnement en nourriture. Si elles n'ont par exemple de la nourriture que de colza, eh bien elles auront des déficiences au niveau de leur nutrition, ce qui va les affaiblir et partant de là, affaiblir leur système immunitaire, ce qui va augmenter leur mortalité. Et puis, il y a également l'introduction, clairement depuis le début de la seconde moitié du XXe siècle, de maladies et de prédateurs exogènes, c'est-à-dire non présents dans l'environnement initial des abeilles européennes. Le plus connu, c'est le varroa, qui est apparu au début des années 80 en France et qui a continué de causer des dommages considérables. Et beaucoup plus récemment, le frelon asiatique. Dans les deux cas, on a affaire à des espèces qui sont clairement exogènes au biotope naturel de l'abeille. Les deux sont issus de l'est de l'Asie. Et puis également, on pourrait parler des méthodes apicoles elles-mêmes, qui peuvent être inadaptées et fragiliser les colonies. Alors, avant d'aborder les approches écologiques pour en parler de l'apiculture, j'aimerais parler de certaines techniques standards dans l'apiculture d'aujourd'hui qui peuvent être clairement remises en question. Alors, le plus évident, c'est celui d'utilisation des produits phytosanitaires. Cruiser, c'est par exemple, des pesticides dont je parlais tout à l'heure, qui a fait notamment parler de lui dans les années 90, qui a été finalement interdit par le ministère de l'Agriculture après de nombreuses années de militantisme, des milieux écologiques. Ça c'est le plus évident. Ça pose effectivement question sur aussi l'utilisation des produits phytosanitaires donc pour réguler les maladies et les parasites extérieurs.
parce que ce qu'on observe très rapidement, ça a par exemple été bien démontré pour le varroa, c'est que l'introduction de produits qui sont censés détruire la maladie, eh bien, conduisent par la sélection naturelle à l'émergence de souches de maladies qui sont résistantes aux produits. Et donc on est comme ça dans une escalade d'utilisation de produits phytosanitaires. Alors, également, quelque chose qui peut être clairement remis en question, c'est la visite régulière des ruches. Ça paraît complètement standard et normal. Ça, je sais quelque chose, pas tant que ça finalement, parce que cette visite, elle a plusieurs conséquences. Il y a une désorganisation de la ruche, on a aussi une grande perte de chaleur, on a une rupture de l'enveloppe de cire et de propolis qui sont mises naturellement en place par les abeilles pour se protéger des parasites et des maladies extérieures. Donc on a clairement un affaiblissement de la colonie. Et puis c'est également ces visites, c'est souvent l'occasion, si des précautions ne sont pas prises rigoureusement, de l'introduction de maladies dans la ruche elle-même. Également les cas de cire gaufrée. Alors, quelle fonction cela ont-ils? L'idée générale de ces cadres, c'est qu'on a des petites opercules de cire qui définissent comme ça des formats de cellules où les abeilles n'ont plus qu'à des dépenses en création de cire, évidemment, moins importantes, sachant qu'on a plus ou moins établi sur le plan scientifique qu'il fallait, pour la production d'1 kilo de cire, que les abeilles constructrices dans la colonie consomment 10 kg de miel. Donc la philosophie générale étant de toujours maximiser la production de miel, eh bien, il y a eu ce système des cadres de cire gaufrés qui a été mis en place. Bon, le problème qui va avec, c'est que d'abord, d'une part, les cires elles-mêmes peuvent contenir des maladies, surtout si elles proviennent d'un autre essaim qui a été affecté. Et puis, d'autre part, les abeilles n'ont, dans ce cas-là, pas le choix du format des rayons. Et ça, c'est assez important, puisque c'est en fonction de ce format-là, c'est le format qui détermine l'abeille qui sera créée par la suite. Là, typiquement, ce qui est mis en place dans ces cadres de cire, c'est un format pour ouvrières. Mais le format des faux bourdons, des mâles, est légèrement plus grand. Donc si on en met en place les cadres comme ça, a priori, elles ne peuvent pas créer, la colonie ne peut pas mettre en place des mâles. Et puis, l'apport de sucre. Alors, toujours dans l'idée de maximiser la production de miel, il y a nourrissement, il y a des nourrisseurs mis en place généralement dans la ruche elle-même, qui apportent justement une production à base de sucre. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'estime? C'est parce qu'on a toujours un produit qui est moins nutritif que la nourriture normale des abeilles. C'est comme vous, si vous ne mettiez à vous nourrir que de pain blanc, à un moment donné, vous aurez des carences. Là, c'est à peu près pareil. Alors, simplement, bien sûr, les producteurs de sucre ont commencé à mettre en place des sucres enrichis en protéines, en pollen, etc. Mais il y a quand même un débat clairement dans le milieu apicole sur le fait que ça ne permet pas aux abeilles d'assurer tous leurs besoins alimentaires. Également, on a le contrôle des reines. Alors, le remérage, qu'est-ce que c'est? C'est l'implantation, on fait de l'élevage de cellules de reines qui ont une forme assez spécifique, comme vous pouvez voir à gauche, et on les implante, donc qui proviennent d'une colonie, et on les implante dans une autre colonie. Et puis également, donc ça va de pair avec les systèmes d'insémination artificielle des reines. Le problème généralement avec ce type de pratique, c'est qu'on a une diminution de la diversité génétique dans les ruches, d'une part. D'autre part, souvent quand une cellule, ce qu'on appelle une cellule de sauveté, est mise en place dans une ruche, eh bien, les abeilles laissent grandir la reine un peu de temps, mais la remplacent très rapidement. Donc il y a aussi un certain débat dans le milieu apicole sur l'efficacité de la technique. Et puis toujours, on est dans la perturbation du fonctionnement normal de la ruche. Alors, oui, parce que ça va de pair avec une sélection des variétés. Et ce que globalement favorise les apiculteurs, ça sera des types de races de rennes qui produisent évidemment le plus de miel, mais également propolisent peu, donc forment peu une épaisseur protectrice de la ruche, ce qui évidemment la rend plus sensible aux parasites et aux maladies, SM peu. Bon.
et sont douces. Alors, quand on dit que les abeilles sont agressives, c'est qu'elles se défendent par rapport à une agression extérieure. Le fait qu'on les considère comme douces en tant qu'humains signifie aussi qu'elles ont peu de réactions face aux agressions extérieures. Et globalement, là j'ai trouvé plusieurs études scientifiques qui montrent aussi que des abeilles de lignée qui sont considérées comme très douces ont des taux d'infection plus importants que les colonies considérées comme agressives. Donc, tous ces facteurs que je vous ai présentés sont clairement des éléments qui ont participé à la fragilisation des colonies. Donc aujourd'hui, on a tout un ensemble de techniques écologiques qui existent pour mener à place l'apiculture, sachant qu'évidemment, les techniques que je vous propose sont des propositions, et que bien sûr, celles que vous serez amené à employer sont en fonction de votre contexte, de votre formation dans le domaine apicole, et puis globalement sont en fonction du design permaculturel. Alors, le plus facile, c'est l'hôtel abeille, tout simplement. Sachant que, déjà, comme je vous ai dit, sur 20 000 espèces d'abeilles, on a seulement 7 qui fonctionnent sur le système de ruches. Toutes les autres peuvent s'implanter dans des types d'hôtels comme celui-ci. Avec, on va avoir pêle-mêle des plantes dont la tige sera creuse, de la brique pilée, etc., des romans de bois. Ça, c'est des types d'habitats possibles et qui peuvent être intéressants pour les abeilles. Sachant que, petite précision par rapport à la photo d'illustration, c'est quand même beaucoup plus intéressant de garder une couverture végétale beaucoup plus haute autour de l'hôtel pour que simplement elle puisse trouver une source de nourriture à proximité. Et aussi très important d'avoir un grillage. Tout simplement pour que les oiseaux évitent de venir picorer les belettes, les petits insectes. Alors, privilégier les variétés endémiques, c'est-à-dire les variétés du lieu, traditionnelles, implantées naturellement dans le biotope. En France, globalement, c'est l'abeille noire, l'abeille Apis mellifera qui est notre abeille endémique. Pendant longtemps, c'est l'utilisation de Apis mellifera ligustica, donc l'abeille noire italienne, qui a souvent été emportée en France parce qu'elle est plus douce et produit plus de miel, simplement elle est évidemment moins adaptée à notre goût. Voilà. Une autre voie de développement, c'est quelle relation on tient aussi avec l'animal. Il y a certains apiculteurs, comme Gilles Denis par exemple, développent, alors ça c'est tout un savoir-faire et tout un savoir-être qui est à développer, mais ils peuvent développer une relation très très forte avec les abeilles elles-mêmes. Ils ne sont pas nécessairement obligés de se promener en cosmonaute pour pouvoir manipuler une ruche. Certains apiculteurs vont préférer simplement avoir les mains sans gants, d'autres vont juste avoir une simple vareuse, et d'autres carrément manipulent les ruches eux-mêmes. Alors, des ruches, alors, je vais vous présenter plusieurs exemples de ruches écologiques, je juge en tout cas pertinentes. Leur point commun, absence de glycérine gaufrée, volume mieux isolé, mieux dimensionné, globalement parce que dans des ruches type d'Adam ou Langstroth, on est dans un volume cubique dont tous les bords généralement ne sont pas par exemple occupés par l'essaim au cours de l'hivernage et donc sont chauffés purement inutilement, on a beaucoup de déperdition thermique. Au maximum l'utilisation de matériaux biosourcés et perspirants. Perspirant, c'est laissant passer la vapeur d'eau. Donc également, ce qui est très important dans une ruche, c'est la gestion de l'humidité. Les abeilles craignent plus l'humidité que le froid. Si l'abeille, par exemple, si la ruche est conçue de façon complètement étanche, il va y avoir de la condensation qui va se mettre en place, ce qui va être assez catastrophique pour les abeilles. Des ruches plus simples aussi et plus économiques, c'est aussi intéressant sur le plan humain. Et puis, minimiser l'intervention de l'humain. Alors, donc, le travail de l'apiculteur SS, c'est aussi bien intéressant pour l'humain que pour les abeilles qui sont évidemment moins dérangées. Voilà, donc un mode traditionnel de ruche écologique, les ruches en tronc de bois. Très simple, on s'en prend un simple tronc qui est évidé, et puis une protection qui est mise sur le dessus, et il est posé tel quel, avec évidemment quelques trous d'envol qui sont percés. Et ça, c'est une technique européenne traditionnelle
qui est très accessible. Également, le format de la ruche en paille. Et ça, c'était le modèle apicole dominant jusqu'à la fin du 19e siècle en France. Ce sont de la paille tressée qui abrite tout simplement la colonie. Évidemment, le type de ce type de modèle, c'est comment est-ce qu'on récoltait le miel. Et là, dans ce type de format, il est difficile d'ajouter des hausses. Également, on peut mettre en place des ruches en argile, hein, c'est une grande spécialité de l'apiculteur Maurice Chaudière. Et ça, c'est particulièrement répandu dans les pays du Maghreb, par exemple. Mais ça peut également être implanté dans le sud de la France. Parce que là aussi, on a un matériau qui est perspirant et qui est parfaitement naturel et aisé à mettre en place. Alors, un grand classique de l'apiculture écologique, c'est la ruche varée. Créée donc, dans la première moitié du XXe siècle par l'abbé Émile Varé, on peut voir à gauche, comporte plusieurs éléments, plusieurs corps, qui sont donc juste exposés comme cela, sachant qu'on a une cellule de ventilation en haut qui permet une meilleure ventilation. Et puis, là, on a une philosophie générale où on a mis en place des barrettes, mais pas que ça gaufré. Et l'agrandissement, là, c'est une grande différence avec l'apiculture standard, se fait par le bas. Les hauts se mettent en bas et non pas en haut. Pour ça, il y a un élévateur spécial qui permet de le faire pour ne pas avoir tout porté à main d'opération. Aussi, ce qui est intéressant dans ce type de format, c'est qu'il est plus réduit que les formats Langstroth et d'Adam. Là, on est sur 30 sur 30 en largeur fois longueur et 21 cm de haut. Donc les abeilles ont un volume plus réduit à chauffer. Il y a moins de déperdition thermique. Et également, on a un format qui, et d'ailleurs c'était la volonté de l'abbé Émile Varé, se rapproche le plus de celle des cavités dans les troncs d'arbres. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elles sont plus simples à la réalisation que les ruches standards. Donc, parce que l'objectif de son créateur, c'était à la fois de faire un type de ruche qui soit adapté à la physiologie de l'abeille, et en même temps qui soit accessible à tout le monde, tant sur le plan technique qu'économique. Un autre classique, alors, qui est plutôt développé dans les pays africains, mais on voit certains apiculteurs en France développer ça également, c'est la ruche kenyane, la ruche TBH également, qui elle développe une conduite horizontale de la ruche. Alors dans ces formats, c'est vrai qu'on voit souvent aussi une observation de la ruche, de l'essaim, via des fenêtres en verre. On voit ça aussi souvent dans les ruches varées. L'idée étant toujours de minimiser le nombre d'interventions de l'apiculteur. Là, l'apiculteur a simplement à se regarder au niveau de la vitre, comment se place l'évolution de la colonie. Donc il n'y a pas nécessité de déranger les rayons. C'est un élément très important. Et globalement, tant dans ce type de conduite que dans le conduite des ruches varées, si la colonie est bien conduite, l'apiculteur n'a à intervenir que 2 fois par an. C'est un nombre d'interventions considérablement réduit par rapport au standard. Un autre classique qui a plutôt développé en Allemagne, c'est la Sonnenhive, la ruche solaire. Alors là, on a un compromis entre la ruche en paille traditionnelle, comme ça, reproduisant cette forme géodésique, et puis même la conduite des rayons avec des barrettes. Comme on peut voir en haut, simplement, c'est un peu plus technique pour la mise en place, évidemment. Mais là, on a un compromis très intéressant entre une forme qui respecte la physiologie de l'animal, et en même temps une rationalisation et une facilitation de la récolte du miel avec les barrettes disposées comme ça. Alors, ce qui peut être aussi intéressant, non seulement c'est d'utiliser des ruches qui ont des parois en verre pour l'observation, mais c'est aussi renouer avec la tradition de l'observation du trou de vol, et qui peut être particulièrement intéressant pour comprendre l'état de l'essaim, son rythme de développement, si une reine est bien présente, s'il y a une maladie également à affecter la colonie, etc. L'ouvrage de référence dans le domaine, c'est Au trou de vol de Storch, qui est toujours l'ouvrage de référence. Là, vous pourrez le consulter après la présentation. Et là, lui définit tout un ensemble d'observations qui peut être réalisé, et partant de là, quelle déduction on peut en faire sur l'état de la colonie. Alors, des pistes, aujourd'hui, je pourrais réguler par exemple le varroa de façon écologique.
D'abord, c'est utiliser des produits biologiques. Bon, utiliser des huiles végétales, le thymol, des acides aussi organiques, hein, comme l'acide formique par exemple. Et une autre piste très intéressante, c'est lancer des essaimages contrôlés. Alors ça, c'est plutôt le travail de Maurice Chaudière, par exemple, a beaucoup travaillé là-dessus via sa ruche horizontale extensible, qui se présente comme ça. Donc extensible, qui est une modulation, qui peut agrandir au fil du temps. Ce qui est intéressant avec ce système, c'est qu'on peut, en diminuant le volume dont dispose l'espace, dont dispose la colonie, il peut intentionnellement déclencher un essaimage. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce que le varroa va alors se concentrer dans les cellules de mâle, les cellules de faux bourdon rester en place. Et lors d'un essaimage, on observe, c'est souvent une diminution de la présence du varroa également. Donc là, après, je ne vais pas rentrer là maintenant dans le détail de la technique qu'il emploie, mais il développe ça dans une conférence qu'on peut trouver facilement par exemple, sur YouTube. Il explique bien comment son système permet un contrôle, justement, une nette diminution de la présence du varroa, simplement, justement, avec le déclenchement d'un essaimage. Alors, aussi concernant le frelon asiatique, bon, on a globalement une politique publique qui s'est mise en place depuis quelques années de destruction systématique des nids. Bon. Ça, c'est une première chose. Mais également, ce qui est en train de se mettre en place, c'est de plus en plus de types de pièges pour attirer et puis tuer le dit animal. Et ça, c'est particulièrement le travail de l'AAFA, l'association française qui œuvre en fait contre le frelon asiatique. Et puis, ce qui est plus intéressant comme piste, c'est la poule noire de Janzé. Alors ça fait la une des journaux apicoles il y a un an à peu près, c'est-à-dire que c'est un apiculteur qui a montré que ce type de races, d'ailleurs sans doute d'autres races de poules, peuvent très efficacement manger le frelon asiatique qui attend de façon stationnaire devant le trou de vol de chaque ruche. Donc mettre en place des poules dans le rucher, aussi, c'est une piste de prévention hyper intéressante. Alors, aussi un petit mot sur l'application de l'électroculture à l'apiculture. L'électroculture, c'est globalement l'utilisation des champs électromagnétiques dans le domaine agricole. Et là, alors ça, par contre, j'ai essayé de trouver des recherches scientifiques qui valident ça. J'en ai pas encore trouvé. Par contre, on a sur quand même le syndicat des apiculteurs de la région Île-de-France qui mettent ça en place de façon très intensive depuis quelques années. Ce sont d'une part la mise en place d'aimants de part et d'autre de la ruche. L'idée, c'est de pouvoir supprimer les pollutions électromagnétiques en harmonisant le champ électromagnétique à l'intérieur de la ruche. Ça, c'est une première piste de l'électroculture. Une seconde, c'est, alors ça, c'est assez, j'ai pris une photo d'illustration, mais c'est vrai que c'est quand même assez difficile à voir. C'est la mise en place d'un simple fil de cuivre au niveau du trou de vol. C'est-à-dire que les abeilles touchent systématiquement un fil de cuivre, et a priori, ce serait un répulsif contre le varroa. Intéressant. Piste à suivre. Alors, si on s'intéresse maintenant, dans un regard plus global, à l'intégration d'un rucher, d'une exploitation apicole, dans un design permaculturel, je pense qu'une première attention qu'il y a à porter, c'est mettre en place ce qui est une chaîne d'enfouragement, pour prendre le terme technique, c'est-à-dire s'assurer qu'on a, tout au fil des saisons, des plantes qui vont assurer des mielées successives. Et donc là, ce sont un exemple, par exemple, de plantes très mellifères qu'on peut mettre en place à proximité du rucher. Et si on reprend la notion de zonage qu'on trouve systématiquement en permaculture, les Pénmoliciens, en tout cas, placent systématiquement ces ruchers en zone 2, c'est-à-dire des zones où on peut intervenir plusieurs fois par semaine. Pas nécessairement, une intervention n'est pas nécessairement nécessaire, c'est simplement prendre le temps d'observer, de vérifier si tout se passe bien, grâce à une observation, comme je vous ai dit, non invasive, via des vitres ou via l'observation. Alors, il y a quelques références pour aller plus loin, si le sujet vous intéresse. Vous avez le livre de Maurice Chaudière, d'Argile et d'abeilles, que vous pourrez consulter ici, qui est particulièrement intéressant sur comment faire des ruches à base d'argile, justement. Comment les modeler soi-même. Ce qui explique bien, c'est que c'est particulièrement adapté dans des biotopes climat chaud.
Et puis les ruches de biodiversité, ça c'est un ouvrage également qui est sorti récemment, qui développe plusieurs modèles intéressants, qui permettent de faire des ruches dont l'objet n'est pas l'exploitation. C'est simplement, elles peuvent accueillir un essaim de façon très optimale. Et comme ça, on peut se permettre d'avoir disposer des essaims, par exemple dans un site. Alors, il existe plusieurs ouvrages sur la conduite des ruches varées. Personnellement, après avoir les consulté, je trouve que c'est celui-ci me paraît même le plus pertinent. Une ruche respectueuse des abeilles, la ruche varée, donc écrit par l'apiculteur David Heath aux éditions de Terran, là qui décrit vraiment de façon vraiment précise tout le mode de construction des ruches varées, et tout le mode de conduite. Et toutes les options d'ailleurs qui sont aujourd'hui, parce que cette ruche varée datant quand même du début du XXe siècle. Depuis, il y a de nombreuses recherches qui ont été faites dans le milieu agricole, et donc il y en a plusieurs déclinaisons qui existent aujourd'hui dans ce type de modèle. Elles sont bien présentées dans le bouquin. Si vous vous intéressez plus à la ruche horizontale, à la ruche cliniane, c'est plutôt l'ouvrage Une ruche dans mon jardin de Pierre Jaudin, qui me paraît plus pertinente. Si on est vraiment, il a pensé comment penser une conduite apicole adaptée aux amateurs. Je vous recommande également les conférences de l'association Brainpie sur l'apiculture naturelle que vous pouvez trouver sur leur site internet, très facilement. On a plusieurs conférences réalisées notamment par Christophe Koppel qui sont de très bonne qualité. Le site laruchesauvage.com présente aussi de très nombreuses techniques et plus globalement de nombreuses considérations sur l'apiculture que je trouve particulièrement intéressantes. Vous avez aussi le site ruchenaturelle.fr qui